Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des débats. Elle est dirigée ce soir par Charles de Meyer et préenregistrée grâce aux bons soins de Claudie. Nous avons le plaisir. Bonsoir. Oui, bonsoir et merci bien pour l'invitation. Merci à vous de nous fournir autant de matière à émission. Ça doit, j'imagine, représenter un travail conséquent et nous ne pouvons que vous en remercier. Nous allons parler d'Oswald Spengler ce soir à l'occasion de la publication aux éditions de la Nouvelle Librairie de votre Spengler, Introduction au déclin de l'Occident. C'est dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade des éditions de la Nouvelle Librairie et 1 heure et demie pour découvrir avec vous cet auteur, les polémiques qu'il peut engendrer, mais surtout, je crois, le regard spécifique qu'il nous amène à avoir sur l'histoire, potentiellement sur plus que l'histoire, on en discutera avec vous, et ce regard qui est parfois peut-être un peu méconnu en France, on parlera notamment de sa réception en France, qui est un petit peu atypique en Europe au XXe siècle. 3 questions liminaires, si vous le voulez bien, Oui. David Engels. D'abord, comment avez-vous rencontré l'œuvre d'Oswald Spengler? Quand vous est-elle tombée pour la première fois dans les mains? En fait, ça a été curieusement par le biais de Thomas Mann. J'ai toujours été un grand admirateur de Thomas Mann dans ma jeunesse, tout comme de Nietzsche, de Dostoïevski, de tout ce genre de choses qu'on lit en tant qu'adolescent un peu atypique. Et alors, voilà, Thomas Mann, je lisais justement le docteur Faustus pour écrire un travail enfin, pour ce qu'on appelle les rhétoriques, donc la dernière année d'école. Et Thomas Mann cite, ou en tout cas fait référence indirectement à l'œuvre d'Oswald Spengler, au déclin de l'Occident. Ça m'avait frappé, je trouvais que c'était assez intéressant. Et en fait, presque au même moment où j'ai commencé mes études d'histoire à l'université d'Aix-la-Chapelle, j'ai commencé à lire Spengler. Et depuis lors, je dois avouer que une grande partie de ma pensée, en tout cas historique, depuis lors, est restée sous le paradigme de cette idée qu'on puisse en effet comparer les grandes civilisations et ainsi prédire peut-être le futur de la nôtre. Alors justement, cette comparaison, vous êtes enseignant dans de nombreuses universités européennes. J'imagine que vous avez l'occasion, une fois ou l'autre, à l'occasion de questions d'élèves et de cours que vous donnez, d'aborder l'angle de Spengler. Parfois, j'imagine également à des étudiants qui n'en ont pas entendu parler, peu entendu parler ou de manière assez superficielle. Est-ce que le regard, l'œuvre de Spengler est une aide pour le professeur? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre enseignement et notamment dans la réception de vos étudiants? Oui, ça c'est une excellente question en fait, auquel je n'avais pas encore tellement pensé. C'est vrai que ça fait depuis très longtemps que voilà, Spengler accompagne aussi mon propre enseignement universitaire. Quand j'étais encore à Bruxelles, je donnais un cours Introduction à la philosophie de l'histoire, où Spengler et disons toutes les différentes théories par comparaison tenaient un grand rôle. Dans beaucoup d'autres cours aussi, là également à l'ICS où je donne un cours d'histoire comparée des grandes civilisations. J'y applique, pour ainsi dire, mon propre système de comparaison historique, mais qui est quand même fortement aussi influencé par Spengler. Et en fait, je constate 2 réactions. D'abord, et ça c'est peut-être un peu l'avantage involontaire du déclin des connaissances générales sur notre propre civilisation. Très souvent, les étudiants arrivent au cours avec une telle table rase de connaissances générales que le fait d'apprendre l'histoire par le biais de la comparaison, c'est-à-dire aussi de quelque part s'approprier l'histoire de l'Antiquité, l'histoire de la Chine, l'histoire de notre propre civilisation, par le biais d'un genre de canvas comparatif, ça, c'est une énorme aide pour eux et ça ne les choque pas trop parce que d'autres générations qui étaient vraiment à fond dans leur propre culture générale européenne, pour eux, ça a peut-être pu être difficile d'accepter qu'au fond, nous sommes une civilisation comme toutes les autres, mais disons là, c'est souvent tellement le vide que voilà, ça ne choque pas trop. Mais alors, il y a une autre réaction très souvent qui est un peu le fruit aussi d'une certaine ambiance de progressisme, de vision téléologique de l'histoire comme allant vers de plus en plus de progrès, de liberté, ce genre de choses-là. C'est que quand on les confronte
à un système déterministe qui prévoit que toutes les grandes civilisations n'ont pas seulement un début et un genre d'éclosion, mais aussi une fin et un genre de fossilisation. Ben, beaucoup sont assez choqués en me disant, oui, mais c'est horrible, comment est-ce qu'on peut vivre avec une telle vision déterministe de l'histoire? Si c'était vraiment vrai, alors dans ce cas-là, il n'y a plus rien qui vaut la peine. Et en fait, moi, je leur dis alors très souvent cette analogie que c'est un peu étonnant qu'ils se préoccupent tant de la lente fossilisation de leur propre civilisation, alors que l'autre grande certitude de la vie, c'est-à-dire leur propre mort, qui est la seule totale certitude qu'on puisse avoir dans ce monde-ci, ne les préoccupe pas un peu plus que ça. Et pour beaucoup, c'est un peu le début d'une réflexion sur leur propre mortalité, très curieusement. Et ça met en place toute une série de processus un peu sur la contingence, sur le déterminisme, grâce à ces exemples, grâce à Spengler. Donc c'est un peu ça, les expériences souvent un peu curieuses qu'on peut faire quand on parle de ce genre de sujet. Troisième sujet, moins sur la transmission, mais plutôt sur la mobilisation de Spengler. On va le voir tout au long de cette émission. C'est pour beaucoup un autodidacte. Il a évidemment fait des travaux universitaires. Il a connu l'université. En Allemagne, c'est quasiment nécessaire pour un certain nombre de travaux. Mais tout de même, on lui reconnaît aussi cette nature d'autodidacte. On le verra, sa réception universitaire est problématique même de son vivant. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous proposez à vos confrères la mobilisation de Spengler dans un travail ou l'autre, c'est quelque chose qu'ils jugent naturel, allant de soi, étonnant, c'est quelque chose qui les froisse? Quelle est leur réaction? Disons que c'est très partagé. En ce qui concerne le principe, la plupart des hommes académiques sont radicalement opposés à Spengler. Hein, on dit que c'est de l'idéologie, parce que nous savons bien qu'aujourd'hui, tous mes collègues sont absolument neutres et objectifs. Il n'y a plus d'idéologie qui existe, etc. Non, non. Ça Euh, va sans dire, David Engel, ça va sans dire. Absolument, absolument. Disons que le progressisme en tant qu'idéologie est devenu tellement dominant qu'au fond, on le reconnaît plus comme une idéologie, on le reconnaît comme une évidence, apparemment. Et donc, évidemment, en plus, on va en parler, Spengler, qui est, à mon avis, pas tout à fait à juste titre considéré comme un penseur de la révolution conservatrice. Je crois que ça boîte, mais enfin, on va en parler plus tard. Évidemment, ne relève pas non plus beaucoup de sympathie. Donc, en gros, parler de Spengler, et non pas pour le déconstruire, mais pour dire qu'il y a des bonnes idées, pour la plupart des collègues, ça me vaut directement le fait d'être casé à droite, etc. Mais ce qui est curieux en même temps, c'est que du moins dans le monde anglo-saxon, le comparatisme historique, qui est totalement banni, voire honni en France et en Belgique, est très 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 populaire, aussi dans des milieux disons, de gauche. Et donc il y a beaucoup d'hommes académiques qui comparent Rome et la Chine, le Japon et le Moyen Âge, qui font donc des travaux assez intéressants, qui ne sont pas idéologisés, évidemment. Donc on compare juste d'une manière relativement neutre deux choses sans en tirer grand-chose de philosophique, ce qui est dommage. Mais en tout cas, la démarche spenglerienne d'une comparaison rigoureuse entre civilisations, entre époques, etc., est quelque chose qui a le vent en poupe, du moins dans le monde anglo-saxon. Mais là aussi, dès qu'on dit, tiens, c'est intéressant ce que vous faites, si vous vérifiez dans l'œuvre de Spengler, il y a une centaine d'années, lui, il a déjà écrit voilà, des centaines de pages justement là-dessus. Ça pourrait être intéressant de se souvenir de ça. Alors là, directement, ah, bon, c'est de Ça n'a l'idéologie. rien à voir. Absolument, absolument. Donc voilà, c'est pas toujours aisé d'être, de toute façon, d'être philosophe de l'histoire, de n'importe quelle orientation, sauf celle évidemment qui est dominante aujourd'hui. Pour tout le reste, c'est pas évident. Alors, question un peu subsidiaire, mais est-ce que vous avez une explication de cette différence de mobilisation du comparatisme historique entre le monde anglo-saxon et le monde franco-belge? Est-ce que vous en avez une explication ou ça peut être dû au hasard ou aux sinuosités des familles universitaires? Hmm.
C'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment de réponse à cela. Je vois juste que le profil est un peu différent. De mon expérience, en tout cas récente, plutôt dans le domaine franco-belge, le profil des collègues, c'est généralement très, très, très spécialisé, vraiment sur même pas une époque, mais vraiment sur une question scientifique qu'on connaît très, très, très bien. Et le fait de s'intéresser, ne serait-ce que par simple curiosité, à d'autres époques, à d'autres civilisations, c'est considéré comme étant du dilettantisme qui n'est pas très sérieux. En plus, il y a une certaine vanité à écrire des ouvrages plus ou moins illisibles du grand public, que je ne connais pas tellement dans le monde anglo-saxon. Là, il y a évidemment beaucoup d'autres problèmes dont on pourrait parler aussi, mais je vois à la fois une plus grande curiosité pour des idées peut-être un peu surréalistes ou absurdes, mais en gros, on aime bien un peu spéculer et il y a une assez grande curiosité pour des cultures extra-européennes que je ne connais pas tant dans le monde franco-belge et une plus grande volonté aussi de populariser les connaissances. Ce qui est très étonnant, surtout chez les historiens anglais, c'est que ce sont souvent des excellents écrivains qui arrivent vraiment à transposer leur savoir historique dans des ouvrages qui pourraient intéresser le grand public, qui sont bien écrits et qui sont bien fondés sans être maintenant bourrés de notes en bas de page. Et ça, c'est évidemment quelque chose. Donc, disons, on fait un plus grand pas vers l'accessibilité, vers les grandes questions, vers le fait de toucher le public, vers une certaine curiosité, alors qu'en France, il y a un peu cette tendance d'un certain ascétisme, d'une certaine spécialisation, une certaine peur de la popularisation. C'est peut-être un facteur. Et puis, évidemment, on le sait très bien, le monde anglo-saxon, surtout anglais, a toujours été extrêmement intéressé par les autres civilisations, vu son histoire coloniale, etc., etc., dans toutes les parties du monde, alors que la situation en Europe a peut-être un peu été aussi différent de ce point de vue-là. Mais bon, c'est juste des hypothèses un petit peu spontanées qui me viennent en tête par rapport. Ultime question introductive, David Engels. Quelle est la genèse de cet ouvrage? Comment l'idée vous en est-elle venue et comment l'avez-vous rédigée? Ah, mais en fait, ce n'est pas moi du tout qui ai pris l'initiative, c'est vraiment les chefs de série de la série Longue Mémoire voilà, qui connaissaient un peu mon intérêt pour Spengler, qui m'ont approché déjà il y a quelques années, en fait, avec cette proposition d'écrire une petite introduction et j'avais très rapidement accepté parce qu'en effet, ce genre de texte manque en France. Bon, il y a une petite introduction aussi de la part de mon collègue Gilbert Merliot, qui est très, très, très bien. Mais en gros, en France, il y a pas énormément de choses disponibles. Donc, pour moi, c'était un peu disons, un certain devoir de mémoire, d'autant plus qu'en tant que Spenglerien, moi-même, je suis également le président de la Société internationale Spengler, dédiée à la mémoire de Spengler. Donc, j'ai considéré ça comme un devoir. Et voilà, l'ouvrage a juste été un peu lent dans la production parce que, comme vous l'avez vu, les volumes sont vraiment très petits. Donc, il faut vraiment condenser. Ouais, il y a un travail de synthétisation énorme, hein. Voilà, donc on a vraiment une certaine obligation de gérer, de gérer les lacunes qu'on va laisser. Donc j'ai laissé traîner un peu, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et puis finalement j'ai quand même décidé de reprendre toute une série d'éléments d'un livre préalable en langue allemande, mais qui lui fait 400 pages et des, que j'avais écrit sur Spengler, paru chez Kohlhammer. Et donc ça m'a finalement quand même aidé voilà, à compiler plus rapidement le matériel et à me lancer. Voilà, donc vu le volume du livre, ça n'a pas été très, disons, un exercice très difficile. Ce qui était surtout difficile, vraiment de savoir, bon, quelles questions ne pas aborder, ou est-ce que je vais tout simplement laisser une lacune ou espérer voilà, que le lecteur, si ça l'intéresse, se formera sa propre image en attaquant de la littérature un peu plus poussée, et puis surtout de lire lui-même le déclin de l'Occident. Ce qui malheureusement, enfin, vous allez m'en parler, mais ce qui malheureusement en France n'est pas tellement évident parce que la seule traduction qui existe date déjà aussi d'une petite centaine d'années et est malheureusement assez mal écrite. Donc il faut vraiment s'accrocher
pour la lire et avoir beaucoup de bonne volonté. Donc, pour bien faire, il faudra retraduire l'ouvrage pour le rendre un peu plus accessible au public aujourd'hui. Avis aux amateurs. Vous nous avez mentionné la Société internationale d'études de Spengler, ce qui n'est pas le bon titre, vous allez nous le préciser. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Je crois qu'elle date de 2018. Oui, c'est ça. C'est une société internationale donc, qui s'appelle Oswald Spengler Society. Que j'ai fondée avec quelques bons amis et collègues, surtout allemands, mais aussi d'autres pays, justement, pour un peu organiser et assurer la pérennité de la mémoire d'Oswald Spengler et surtout de ses études. Disons, ce qui est la ligne principale de notre société, ce n'est pas faire de l'hagiographie. Donc, c'est pas vraiment le but de rester dans un genre de spenglerianisme orthodoxe et tout ça, mais plutôt et ça me lie évidemment à tous nos membres aussi, de prendre Spengler comme un point de départ. Donc, de se dire, voilà, l'idée générale, c'est qu'on puisse paralléliser les grandes civilisations. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc, on a beaucoup de membres, évidemment, qui ne sont pas nécessairement persuadés par l'œuvre de Spengler elle-même, telle qu'elle est, mais en tout cas qui sont tous intéressés par ce fait de paralléliser les civilisations et de prendre Spengler comme un genre de point de départ. Et donc voilà, nous décernons régulièrement un prix Oswald Spengler, dont le premier, d'ailleurs la première personne qui l'avait reçu, c'était Michel Houellebecq, il y a quelques années pour soumission, où il y a beaucoup d'éléments très spengleriens. Puis on a eu Jordan Peterson, on a eu Walter Scheidel. Là, il y a quelques jours, on vient de le décerner en fait à plusieurs influenceurs sur Twitter, X, dont les comptes sont dédiés à la mémoire de notre civilisation européenne, etc. Donc voilà, on décerne ce prix, on publie des ouvrages, on a un journal scientifique, on organise des colloques régulièrement. C'est un peu notre tentative de faire en sorte que la mémoire de Spengler reste vivante, surtout vu la complexité et la difficulté de faire ça dans un environnement académique traditionnel, plutôt hostile à la fois au personnage et à l'idée de base. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. David Engels nous présente son ouvrage Oswald Spengler, Introduction au déclin de l'Occident, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous écrivez, David Engels, quasiment dès les premières pages, pardon, plutôt dès les premières lignes, trop rapidement connu pour de mauvaises raisons, trop rapidement oublié à cause de ces mêmes raisons. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette phrase? Oui, tout à fait. Spengler a été victime de son succès, comme beaucoup l'ont dit, et ce succès, il l'a eu pour, en partie, en tout cas, les mauvaises raisons. Et je dirais que probablement la raison principale du succès de l'ouvrage, c'est le titre, le déclin de l'Occident, der Untergang des Abendlandes. Et en fait, surtout en Allemagne, ce titre Untergang a un double sens. Untergang, ça peut être à la fois le naufrage d'un navire, hein, mais ça peut aussi signifier tout simplement le coucher, comme le coucher du soleil, donc quelque chose qui se passe plutôt dans le temps. Et en fait, Spengler lui-même a dit une fois, il s'est moqué une fois des personnes qui ont confondu le déclin de l'Occident avec le naufrage d'un paquebot, comme il le disait. Il a dit qu'il aurait pu appeler aussi son ouvrage L'accomplissement de l'Occident en disant la même chose. Ceci dit, il a évidemment été le premier content que ce titre un peu spectaculaire lui ait procuré des ventes quand même assez considérables. Et puis, l'ouvrage, il faut voir aussi la date où ça a été publié, hein, le premier volume, 1918. Donc, on sort, enfin, l'ouvrage a été publié dans les derniers mois de la guerre, mais disons, il a surtout été vraiment connu après la défaite allemande et la fin de l'ancien régime et les révolutions et le communisme et les horribles destructions et la guerre technologique de masse, etc. Donc pour beaucoup de personnes, surtout dans l'ambiance de gueule de bois de 1918, cette théorie du déclin, et surtout ce titre de déclin de l'Occident, pour eux, ça a été comme un livre écrit en cette occasion-là,
Alors qu'au fond, ce n'est pas du tout ce que Spengler voulait. Spengler voulait montrer que toutes les grandes civilisations se déroulent de manière parallèle et que aussi les dernières phases d'évolution de cette civilisation occidentale peuvent se comprendre par le biais de la comparaison. Et puis, il faut dire aussi que, surtout dans le deuxième volume du déclin de l'Occident, Spengler, qui entre-temps a été victime en partie un peu de sa propre vanité, de son ambition politique, a commencé à se mêler très fortement, peut-être pas nécessairement de pile politique, mais en tout cas de critiques vraiment de son époque. Et donc, beaucoup de personnes l'ont vraiment lu sans grand intérêt pour ce qu'il disait sur la Chine ou sur l'Égypte ou sur l'Inde, ce qui est extrêmement intéressant, mais pour la critique culturelle qu'il fait de la société de Weimar et du début du XXe siècle. Et là, évidemment, il y a des choses intéressantes à dire, mais qui ne sont pas fondamentalement originales. On peut lire sous tout ça dès la fin du XIXe siècle, dans l'ambiance fin de siècle, etc. Mais c'est évidemment ça qui a attiré les foules qui, en général, s'intéressent plutôt à la critique du moment présent qu'à des grandes théories. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il a été très connu, très populaire pour des raisons qui ne sont peut-être pas les bonnes raisons, parce que ce n'est pas sur ces points-là qu'il a vraiment pu apporter quelque chose de nouveau. Et justement, c'est pour ces mêmes raisons-là que quelques décennies après, et puis surtout après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il semblait trop ancré dans toute cette ambiance des années 1920. Donc on l'a mis de côté également de nouveau pour les mauvaises raisons, parce que il semblait un peu anachronique. Et on a oublié de nouveau que ce qui distingue vraiment cet ouvrage, ce n'est justement pas ce qu'il a nécessairement à dire sur son monde à lui, mais sur les parallélismes avec d'autres civilisations. Ce travail titanesque de la rédaction du déclin de l'Occident, elle est le fruit d'un homme et de ses idées. Essayons de l'explorer un peu avec vous. Oswald Spengler d'abord, pardon, David Engels. D'abord, quelle est l'extraction familiale d'Oswald Spengler? Oui, il vient d'une famille de fonctionnaires de la classe moyenne, si on veut. Le père fonctionnaire, la mère très intéressée par les arts. Le père meurt relativement jeune. La mère a aussi quelques soucis, disons, psychologiques. Donc, c'est une jeunesse pas très heureuse. Il y a des cas de suicide aussi dans la famille. On voit bien aussi plus tard dans les notices autobiographiques qui ont été publiées par Gilbert Merliot, notamment, que Spengler a légué, que c'est un personnage fondamentalement euh, pas très sûr de lui-même, qui vit à la fois dans des fantasmes de grandeur et puis d'un autre côté, quand même dans beaucoup de frustration et disons, d'insécurité un peu personnelle, et qui, dès sa jeunesse, prend la fuite dans l'histoire quelque part, hein. C'est l'histoire, c'est les grands systèmes de pensée, c'est les autres civilisations qui lui fournissent l'espace dont il a besoin pour respirer, si on veut, pour se projeter dans quelque chose de plus grand et de plus beau. Et donc, il est prédestiné, si on veut, à devenir donc plus tard le philosophe de l'histoire qu'il est. Donc, d'ailleurs, loin de moi un certain réductionnisme psychologique qui est tellement populaire de nos jours. Oui, on peut très bien expliquer la genèse de l'œuvre de Spengler par sa psychologie, mais comment dire, ça n'enlève pas son Oui, ça n'invalide pas la bon, portée du travail, quoi. voilà, exactement. Hein, et donc, il ne fait même pas des études d'histoire, d'ailleurs, il fait plutôt la philosophie, les sciences exactes, la biologie. Donc, c'est vraiment un historien plutôt autodidacte qui fait une carrière relativement peu marquée dans l'école. Apparemment, les élèves l'apprécient, les collègues un peu moins. Dès qu'il touche le petit héritage lié au décès de son père, il devient rentier, hein, si on veut, donc une existence qui n'existe presque plus de nos jours, mais où il y avait beaucoup de cas de ce style à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Donc il vit sur les rentes que lui donne ce petit capital et commence à écrire quelques articles dans les médias, et puis surtout son grand ouvrage, Le déclin de l'Occident, qui lui prend toute une série d'années avant de terminer le premier volume. Et puis voilà, en 1918, ça y est, il publie le premier volume, devient
presque instantanément une célébrité, avec donc des royalties assez considérables qui lui permettent d'écrire assez rapidement le deuxième volume, et puis toute une série d'autres écrits mineurs qui sont certes intéressants, mais qui n'ont pas le même statut que son ouvrage principal. Il refuse plusieurs chaires universitaires aussi, parce que bon, c'est plutôt aussi un caractère de bohémien, d'artiste, d'autodidacte, dilettante, qui n'a pas trop envie maintenant non plus de se confronter à des collègues plus traditionnalistes ou de donner des cours à des étudiants pas trop doués. Donc, il préfère finalement rester chez lui et se lancer aussi dans des tentatives d'influencer le domaine politique. Il est souvent invité dans des cercles d'industriels, d'hommes politiques. Il a plus de sympathie avec la droite de Weimar qu'avec les démocrates et les libéraux progressistes. Donc il a même à certains moments cet espoir de devenir peut-être un genre d'éminence grise derrière un gouvernement, de devenir ministre. Mais assez rapidement, il doit constater qu'au fond, il n'en a pas les talents et le manque de scrupules. Donc se retire de nouveau un peu dans sa propre ville, dans sa propre bulle. Sa santé, elle est aussi assez fragile déjà, donc il subit une hémorragie cérébrale encore assez jeune. Et puis à partir de ce moment-là, on pourrait dire qu'il n'est plus exactement le même. Donc oui, il voyage, il écrit encore ceci ou cela, mais il meurt finalement aussi assez jeune, à 56 ans quand même, en 1936. Et puis ces dernières années sont évidemment dominées par la montée du national-socialisme, avec lequel il a une relation très, très, très ambiguë. Parce que, voilà, d'un côté, il annonce que un genre de césarisme est inévitable en Occident, vu que c'est plus ou moins ça qui s'est passé dans toutes les autres grandes civilisations. Donc pour lui, à la fois Cecil Rhodes ou Mussolini sont déjà les premiers symptômes de cette évolution-là, qu'il accepte comme inévitable. Mais alors le futur prétendu César allemand, Hitler, il l'apprécie pas. Il n'aime pas le côté prolétarien, la vulgarité, le racisme de ce mouvement-là. Lui, il est relativiste culturel, si on veut, et passe sa vie à montrer que la civilisation chinoise, indienne, égyptienne, occidentale ont exactement la même valeur. Donc, il ne sait pas faire grand-chose avec ce racisme hitlérien. Et donc, après quelques tentatives de la part de Hitler, de Goebbels, quand même de l'embrigader pour la publicité du Troisième Reich. Il y a très rapidement un refus assez catégorique de Spengler, qui sort aussi de l'Institut de l'archive Nietzsche, dirigé par la sœur de Nietzsche, qui était aussi une fervente admiratrice de Hitler. Et donc les nazis réagissent aussi à ce qui est perçu comme un genre de défection ou de trahison, par en gros une interdiction de publier quoi que ce soit sur Spengler ou de le mentionner dans la presse allemande. On a même le texte où Goebbels décide donc de faire ça. Et donc jusqu'en 1936, il finit sa vie dans une certaine, je dirais pas une certaine anonymité, parce qu'il est toujours apprécié à l'extérieur, mais à l'étranger, mais en tout cas en Allemagne, il est persona non grata. Et donc il meurt en 1936. Ce qui est assez marrant, peut-être pour conclure, c'est que sa sœur, j'ai lu une lettre manuscrite, enfin plutôt tapée à la machine, de sa sœur, qui en 1945 espérait que maintenant que l'Allemagne était débarrassée des nazis, qu'enfin l'œuvre de Spengler va pouvoir être redécouverte en Allemagne et ailleurs, et qu'il y aura une nouvelle renaissance de la pensée spenglerienne. Mais évidemment, c'est absolument le contraire qui s'est passé. On a retenu de Spengler uniquement son support pour les ennemis du régime de Weimar et pour sa critique, disons, de cette époque-là. Et donc, assez rapidement, on l'a considéré comme étant un précurseur d'Hitler, ce qui est en grande partie assez faux. Et cette damnatio memoriae, elle a duré très, très, très longtemps. C'est juste les dernières, je dirais, dernières vingtaine d'années que voilà, Spengler revient de nouveau un peu plus au goût du jour dans les constellations politiques qui sont les nôtres et où le déclin de l'Occident devient tellement visible après cette illusion d'un monde illibéral, post-historique chez Fukuyama. Là, ça devient tellement visible que l'idée de Spengler est juste et qu'il avait vu juste une centaine d'années
plutôt sur toute une série de détails de ce qui se passait. Maintenant qu'il y a une certaine renaissance, si on veut, de ce genre d'études. Nous allons continuer notre conversation avec David Engels qui publie Oswald Spengler, Introduction au déclin de l'Occident aux éditions de la Nouvelle Librairie, après notre première pause musicale. Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Charles Demeyer a le plaisir et l'honneur de recevoir par Zoom David Engels qui publie Oswald Spengler, Introduction au déclin de l'Occident aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors entrons un peu dans le vif de l'œuvre du déclin de l'Occident. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on va commencer un petit peu par ça. Quelle est la question fondamentale que se pose Spengler au moment d'écrire ce livre? Alors, finalement, le déclin de l'Occident répond à quelle question, à quelle ambition intellectuelle? Je dirais que la question principale, c'est de prédire le futur de la civilisation occidentale, c'est-à-dire la civilisation qu'il appelle européenne, enfin européenne-américaine, nord-américaine, pour être précis, et de prédire donc les différents stades qui nous attendent sur base des parallélismes avec la fin d'autres grandes civilisations. C'est un peu ça le point de départ. Même si, de fait, cette critique du présent et cette spéculation sur le pronostic du futur prend beaucoup moins de place dans cet ouvrage que le fait d'étayer la théorie en général, c'est-à-dire de développer un genre de grammaire ou, comme il l'appelle, de morphologie culturelle et de montrer quelles sont en gros les phases correspondantes et ce que cela nous dit évidemment sur le but de l'histoire, sur les limites aussi de la liberté individuelle et tout ce genre de choses-là. Donc, et il faut ajouter d'ailleurs, parce que vous disiez quelle est la question principale de l'œuvre, que contrairement à beaucoup d'autres grands penseurs systématiques allemands, le déclin de l'Occident, c'est un peu un fourre-tout. Hein. Ce n'est pas maintenant comme chez Kant ou chez Hegel ou chez Schopenhauer ou d'autres philosophes où vous devez vous accrocher, vous devez vraiment lire une page après l'autre, et si vous avez zappé un paragraphe, ben, vous ne comprenez plus la suite. Chez Spengler, c'est pas du tout ça. On a vraiment l'impression de toute une série de chapitres très vaguement liés les uns aux autres, avec des questionnements très, très, très différents. Donc, l'ouvrage commence déjà avec des centaines de pages sur l'histoire de la mathématique comparée, sur l'histoire de l'art, etc., qui n'a, en gros, presque tout le premier volume n'a pas grand-chose à faire finalement avec ce fameux déclin de l'Occident, qui arrive surtout dans le deuxième volume. Donc, parce que Spengler évite le fait de traiter de la question qu'il se pose d'une manière vraiment systématique, mais répond plutôt à toute une série de questions un peu subsidiaires, de reproches qu'on pourrait lui faire par rapport à son idée générale. Mais, et c'est ça qui m'a toujours frustré et qui a
d'ailleurs guider mes propres démarches, ce n'est pas un ouvrage systématique. Il y a des civilisations comme notamment le monde mésopotamien, le monde iranien, même l'Égypte, sur lesquels il ne dit pas grand-chose. Si vous mettez ensemble vraiment tout ce que Spengler a à dire sur les Sumériens, les Assyriens, etc., bah, vous trouvez à peine quelques pages. Alors qu'il y a d'autres civilisations comme l'Antiquité, le monde chrétien, musulman, et évidemment l'Occident, qui prennent beaucoup plus de place. Donc moi, j'ai toujours eu cette envie personnelle, et ça correspond d'ailleurs à un ouvrage que j'écris depuis des années et des années, pour ainsi dire, de reprendre le dossier et d'écrire moi-même, mais d'un point de vue vraiment systématique, l'histoire de toutes les grandes civilisations et ne pas juste me concentrer sur l'une ou l'autre ou sur quelques questions comme le fait Spengler lui-même. Alors d'abord, première question, combien de grandes civilisations identifie Spengler? Comment il les identifie et dans quel but? Donc la liste des grandes civilisations selon Spengler, c'est d'abord ce qu'il appelle la civilisation mésopotamienne, donc en gros les Sumériens et les Assyro-Babyloniens. De mon point de vue, c'est une faute parce qu'il y en a deux, mais bon. Donc il y a la Mésopotamie, il y a l'Égypte, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a évidemment l'Antiquité classique, il y a l'Amérique précolombienne. Il y a ce qu'il appelle la civilisation magique ou arabe ou orientale qui en gros réunit le christianisme primitif byzantin et le monde arabe. Puis il y a, donc du premier millénaire en gros, il y a la civilisation européenne, occidentale, faustienne, comme il l'appelle, qui débute en gros avec Charlemagne seulement. Et puis il y a la Russie, qui, selon Spengler, est une civilisation à part, encore en gestation, dont le véritable début n'aurait pas encore vraiment commencé, mais dont on verrait déjà les préparatifs. Donc c'est ça la liste des grandes civilisations qu'il donne. Il traite évidemment de ces civilisations d'une façon très, très, très hétérogène, comme je l'ai déjà dit, et probablement à partir du moment, en tout cas, où, comme moi-même, en tant qu'historien, on accepte l'idée de base, donc qu'il y a des civilisations et que leur déroulement est différé dans le temps, mais quand même parallèle au niveau du principe, il y a là toute une série de corrections à faire pour adapter cette théorie disons, à la réalité de nos connaissances historiques aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots des critiques canoniques qu'on peut faire à sa classification, des manques, etc. Oui, très volontiers, sans vouloir rentrer dans les détails, il y a certaines civilisations qui connaît mal de son propre horizon, ça on peut pas trop lui reprocher, hein, ayant vécu et surtout écrit son œuvre bah, au début du XXe siècle, toute une série de choses ne lui étaient pas connues. Les inscriptions des Mayas n'étaient pas encore déchiffrées, par exemple. On connaissait très mal les Incas et toute la civilisation des Andes, donc il ne savait pas dire grand-chose là-dessus parce qu'on n'en savait rien. Il ignore en grande partie tout ce qu'on appelait jadis l'Indochine et le monde indonésien. Donc Angkor Wat, par exemple, les Khmers n'apparaissent pour ainsi dire pas dans le déclin de l'Occident parce qu'il les connaît mal. Donc, de mon point de vue, il faut au moins ajouter le monde de la civilisation andine, enfin, de l'Asie du Sud-Est comme nouvelle civilisation. Puis, je crois que la Chine, on ne peut pas la réduire à une seule civilisation qui serait fossilisée dès le deuxième siècle avant notre ère. Mais il y a certainement une deuxième civilisation chinoise basée plutôt dans la Chine méridionale et tournant plutôt autour du taoïsme et du bouddhisme qu'autour du culte des ancêtres de l'ancienne civilisation classique chinoise septentrionale. Donc déjà là, il y en a deux. De mon point de vue aussi, c'est assez difficile de mettre de côté, comme lui il l'a fait, toute la civilisation assyro-babylonienne et notamment l'invention de l'énothéisme en tant que transition vers le monothéisme. Pour moi, le nord de la Mésopotamie constitue aussi une deuxième civilisation qui débute quelques siècles après la sumérienne. Je crois que l'Iran
constitue aussi sa propre civilisation et ne fait pas partie de la sphère messianique monothéiste du premier millénaire. Donc voilà déjà quelques corrections, je dirais, assez importantes de mon point de vue qui mèneraient à élargir un peu le nombre de ces civilisations, sans toutefois rentrer dans un genre d'inflation et pour ainsi dire de corriger d'une manière constructive l'hypothèse générale de Spengler. Évidemment, il y a toujours plusieurs éléments situés dans son œuvre. On a parlé de cet élément situé de la connaissance scientifique, et ça, mon Dieu, fatalement, il ne pouvait pas inventer des connaissances qui étaient ignorées à l'époque. Vous réfléchissez aussi au fait que son œuvre est très marquée par le vitalisme. Alors, est-ce que vous pouvez dire quelques mots aux auditeurs qui connaissent mal cette notion de ce qu'est le vitalisme et en quoi elle donne une teinte particulière qui fait à la fois le prix de sa réflexion, mais aussi parfois une manière un peu limitée ou datée de l'œuvre. Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est évidemment en lien avec si on veut dire, ma propre démarche et ma propre évolution. Spengler lui-même cite comme ses deux personnes de référence principales Goethe et Nietzsche. Selon lui, c'est vraiment ces deux maîtres à penser à lui. Et on le voit très bien, Goethe et Nietzsche et Schopenhauer, évidemment, sont les trois grands protagonistes de ce qu'on peut appeler le vitalisme, c'est-à-dire une école de pensée qui met de côté la transcendance, si on veut, qui se braque surtout sur le phénomène du vital, hein, de la vie en tant que telle, et qui met plutôt en avant la différence entre le mystère de l'organique, donc d'un principe, disons, d'existence qui est marqué par le fait de venir au monde, de grandir, de trouver son acmé quelque part, de vieillir, de mourir, hein, ce phénomène de la vie avec la logique qui est sienne, hein, selon Spengler, et puis comme opposition plutôt à un principe anorganique, mathématique, minéral, si on veut, qui correspond en gros à la logique. Donc il oppose vraiment la logique de la vie qui aurait une toute autre dimension que celle de la pure logique matérielle en tant que telle. Et ça devient intéressant parce que dans la mesure où Spengler utilise donc ces phases de croissance et aussi de dégénérescence de la vie en tant que critère pour classifier et catégoriser l'évolution d'une civilisation. Hein. Selon lui, chaque civilisation a sa naissance, sa jeunesse, son âge adulte, sa vieillesse et sa mort. Parfois, il parle aussi du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver. D'une grande civilisation, et c'est par ces catégories-là, vitalistes, qu'il essaye de classifier et de mettre en parallèle ces civilisations. Tout ça est très suggestif, et en effet, parler du printemps d'une civilisation ou de son automne, ça se comprend directement, et d'ailleurs, c'est pas lui qui invente le principe non plus, on a déjà dans l'Antiquité ce modèle biologiste de compréhension de la vie d'un empire ou d'une civilisation. Mais le problème, en tout cas pour moi, c'est que cette approche vitaliste ne répond pas vraiment aux grandes questions en tout cas, que moi je me pose, ou plutôt pas d'une manière, disons, très satisfaisante, parce que, voilà, où est Dieu là-dedans? Où est la transcendance? Où est l'explication pourquoi le monde est tel qu'il est? Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Quel est notre but à nous dans cette existence? D'un point de vue spenglerien, ces questions-là n'ont pas vraiment de réponse. Spengler est en gros athéiste. Si on veut, l'intérêt de cette vie ici chez nous actuellement, c'est d'en tirer un maximum de volonté de pouvoir et d'être très nietzschéen de ce point de vue-là. Et le sens de l'existence, en gros, au-delà du pouvoir et d'un certain esthéticisme un peu nietzschéen, Spengler n'a pas grand-chose à nous dire. Donc, disons que sa catégorisation, elle flotte un peu dans un certain néant et
lui-même face à la question, mais pourquoi ces grandes civilisations, à quoi servent-ils sous le regard de l'absolu, de l'éternité? Bah, il s'en sort en parlant, oui, c'est le mystère de la vie, de l'existence, mais en restant un peu sur sa faim quand on n'est pas, en tout cas comme lui, vitaliste, voire athéiste. C'est pour ça que moi-même, dans mes tentatives récentes, et on en avait parlé Mhm. justement quand on a eu notre discussion sur mon livre Défendre l'Europe civilisationnelle, que je ne refuse pas la plupart des classifications spengleriennes, mais j'essaye de les sous-tendre plutôt de ma vision de la transcendance. En mettant en avant qu'en tout cas pour moi, on peut très bien être spenglerien et croire en la transcendance et voir et mettre disons, au milieu de la recherche le fait que chaque grande civilisation, ben, son début ou sa première moitié, en tout cas, est marqué par des sociétés qui développent leur vision très spécifique de la transcendance, de Dieu ou des dieux ou de la divinité, de l'au-delà, de la survie de l'âme, de l'importance de la transcendance pour notre existence ici, pour la formation d'une société. Donc, bref, une société holistique basée sur la transcendance. Donc, c'est en gros un peu ce que lui appelle si on veut, le printemps ou l'automne, l'été d'une civilisation. Et puis, on a une phase de refus de la transcendance que lui marque plutôt donc par voilà l'avènement de la technologie, de l'humanisme, etc. Donc moi je le sous-tends par cette absence ou ce refus de transcendance et ce que lui appelle donc cet empire final hivernal augustéen et qu'il va dans des critères nostalgiques, rétrospectives, mais finalement de fossilisation, ben moi j'y vois plutôt un genre de dernière tentative de synthèse de revenir, mais d'une manière rationnelle, à la tradition, à la transcendance initiale. Et cette tentative donc de ne pas rejeter la théorie spenglerienne, mais plutôt de l'ouvrir à la dimension de dialectique, d'idéalisme et de transcendance, permet évidemment de répondre à toute une série de questions que Spengler ne se pose pas, et puis surtout aussi de dépasser, de surmonter son relativisme. Spengler a dit une fois que finalement en philosophie, euh, ce qui est intéressant, ce ne sont pas les réponses que donnent les philosophes, parce que là, peu importe, mais les questions que les philosophes se posent. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la forme, pas véritablement le contenu, parce que pour lui, il n'y a pas de philosophie qui serait meilleure que les autres. Toutes ont juste un aspect purement esthétique. Et je dirais que si on utilise, comme moi j'essaye de le faire, plutôt une approche basée sur la transcendance et sur l'idée d'une certaine vérité pérenne qui se manifeste justement dans toutes les grandes civilisations par différentes phases, bah, ça permet d'accrocher toute cette théorie historique dans certaines certitudes, disons, absolues, idéales, une certaine théorie, je dirais aussi, voilà, idéaliste, dialectique, qui manque chez Spengler. Donc c'est plutôt, une fois de plus, comme je disais, pas nécessairement le rejeter, mais l'ouvrir à des dimensions qui lui manquent et permettre d'en faire un véritable système qui ne serait pas seulement un système historique, mais finalement un système métaphysique et philosophique, ce qui lui manque. Dernière question avant d'entrer dans deux, trois éléments centraux de l'œuvre. David Engels, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce qui distingue l'idée de culture et de civilisation chez Spengler? C'est un cas classique de colle en prépa française, en culture générale. Ouais, oui. Alors, quelle est votre appréciation de cette différence? En quoi elle nous informe sur l'œuvre de Spengler? Oui, c'est une différence fondamentale qui a pris, je dirais, qui a pris son essor dans la philosophie allemande dès la fin du 18e et surtout au 19e siècle. Les Allemands distinguent terminologiquement la Kultur de la Zivilisation et en tout cas en allemand, une culture. C'est la période créatrice, vivante, bougonnante, croyante d'une société, alors que la civilisation, c'est plutôt
sa phase de, pas nécessairement de déclin, pas du tout, mais plutôt de transformation en quelque chose de plus logique, de plus mécanique, de plus scientifique, de plus démocratique, dans le mauvais sens hein, que utilisent ces penseurs-là. Et donc, pour Spengler, c'est une distinction fondamentale de dire que et là, on a déjà le premier problème, parce qu'il faudrait un troisième terme, en fait, pour bien dire ça. Il n'y en a pas ni en allemand, ni dans une autre langue, mais si j'improvise, disons, dans chaque grande société de ce modèle-là, on aurait une première phase qui serait marquée par la culture et une deuxième finale plutôt qui est marquée par la civilisation. Et donc, la transition, ben, elle se passe, selon lui, avec la Révolution française en Europe. Hein. C'est là que bascule la culture vers la civilisation. Dans l'Antiquité, avec Alexandre le Grand, en gros, avec le début de l'hellénisme, c'est ça la transition. Personnellement, je vois cette transition entre culture et civilisation un peu plus tôt, mais ce n'est pas la question là actuellement. Ce qui est un peu déroutant, en tout cas, même si de nos jours on en parle un peu moins, c'est que, semble-t-il, en tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit, en tout cas, qu'en allemand, la définition, en français, la définition, elle est un peu à l'inverse. Donc, en tout cas, moi, j'ai toujours lu que dans un français, disons, plutôt classique, ce que l'allemand appellerait la culture correspondrait plus à la notion de civilisation et vice-versa, et en anglais de même. Mais personnellement, j'ai l'impression que ces dernières années ou ces dernières Ouais, décennies, une confusion ce genre totale de entre les termes. Ouais. voilà, on les utilise d'une manière indistincte. En allemand aussi, en gros, de nos jours, on les utilise, pour ainsi dire, en tant que synonyme. Mais en tout cas, pour Spengler et pour son époque, et pour des penseurs comme Thomas Mann, notamment, dans les Betrachtungen eines Unpolitischen, hein, les considérations d'un non politique, sont très fortement marqués aussi par ces distinctions-là. Beaucoup d'Allemands ayant eu d'ailleurs aussi cette impression que spécifiquement la Première Guerre mondiale, où l'Allemagne prétendait aussi défendre la culture avec un grand K, hein, contre la civilisation anglo-saxonne, française, etc., que cette Première Guerre mondiale était vraiment le moment où, en tout cas en Allemagne, là aussi, la culture basculait alors finalement vers la civilisation. Donc de ce côté-là aussi, l'œuvre de Spengler qui met en exergue cette différenciation, elle touche un air qui est à vif dans la société allemande de cette époque-là en tout cas. Comprenons bien la démarche de Spengler, David Engels. Est-ce que le comparatisme historique d'Oswald Spengler est là pour permettre de comprendre ce qui se répond, ce qui se correspond profondément entre une culture et l'autre, ou est-ce qu'elle est là pour marquer leurs grandes différences finalement? Est-ce que c'est une question du dialogue entre ces cultures ou est-ce que c'est une question du parallélisme presque autonome et en cela déconcertant de ces cultures? Ce serait plutôt le deuxième élément. Donc, Spengler insiste très fortement sur la nature monadique hein, des grandes civilisations, qui sont toutes des monades civilisationnelles. Pourquoi? Parce que selon Spengler, et je crois qu'il a tout à fait raison d'ailleurs, chaque grande civilisation elle est marquée par un genre d'archétype psychologique, si on veut, ou mental, sous-jacent, un genre d'idée de base qui renferme tout le secret de cette vision du monde. Et ce secret-là, ou en tout cas cette vision-là, peut être difficilement communiqué à d'autres. Hein. On a déjà parlé de certains termes. Pour lui, la civilisation gréco-romaine, elle est apollinienne, un terme qu'il reprend de Nietzsche, évidemment, donc elle est très plastique, très matérielle, voit la surface des choses, voit la matérialité des choses, mais a des grandes difficultés à conceptualiser ce qui est au-delà de ça, ce qui est purement idéal. La civilisation européenne, elle est faustienne parce que voilà, elle tend vers l'infini, vers l'horizon, déconstruit la matière pour n'en tirer que l'énergie, la dynamique, l'idée, etc. Donc Spengler essaye de faire ça, non pas pour chaque civilisation, ce qui est un peu dommage, mais en tout cas pour la plupart, pour montrer en quoi elles sont incommensurables finalement. Et donc, selon lui, oui, les civilisations parlent les unes avec les autres, forcément, évoluent parfois dans un espace contigu en même temps,
mais selon lui, les partages entre civilisations, qu'il ne nie pas, évidemment, ce serait absurde de le nier, sont basés sur des quiproquos systématiques. Donc il dit, et ça une fois de plus, je crois qu'il n'a pas tort, il dit, il y a trois Aristotes, il n'y a pas un seul. Il y a l'Aristote grec qui appartient à la civilisation apollinienne. Il y a ce que vont en faire les musulmans plus tard, qui vont interpréter Aristote d'un point de vue totalement différent de ce qui était au début vraiment voulu probablement par le penseur lui-même. Et puis il y a l'Aristote européen, scolastique, qui est encore quelque chose de très 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 différent. Et au final, quand on voit beaucoup de phénomènes de réception, Spengler n'a pas tort. Alors évidemment, on l'a critiqué pour ça, et on a la première critique qui est évidente et qui est fausse, je crois, c'est qu'on lui a dit, bah, si tout est tellement différent, si une civilisation ne peut pas comprendre l'autre, mais comment est-ce que toi tu fais pour justement nous expliquer comment elle fonctionne si fondamentalement elles sont tellement différentes? Et c'est évidemment faux en tant que reproche parce que on le voit déjà très bien. D'ailleurs, nous-mêmes, nous pouvons lire maintenant rapidement une petite introduction à la pensée chinoise et en gros, on voit de quoi il s'agit, mais c'est pas en ayant fait ça qu'on devient des Chinois, qu'on pense comme des Chinois, qu'on voit le monde selon le spectre ou selon le schéma d'un Chinois. Pour cela, il faut apprendre la langue, penser dans la langue, vivre dans le pays. Et puis quand on fait des grands efforts de 20, de 30, de 40 ans, alors là, peut-être, oui, on peut le faire. Et le fait est que voilà, personne ne peut le faire, ou en tout cas, peu de gens peuvent faire ça avec toutes les grandes civilisations, de manière à ce que, oui, dans les zones périphériques où une civilisation touche d'autres, où il y a des bilinguismes, où il y a des phénomènes de syncrétisme, alors là, peut-être on peut faire ça, mais en gros, ces civilisations évoluent dans une ignorance presque totale les unes des autres. Et surtout, et là on est évidemment tout à fait à contre-jour de la doxa présente, le multiculturalisme et l'idée que un jour pourrait émerger un genre de civilisation globale, un genre de melting pot, de mix entre les grandes civilisations. Ça, évidemment, d'un point de vue spenglerien, c'est absolument idiot. Oui, il n'est C'est pas très cuisine-fusion, quoi. voilà, bah, cuisine fusion, oui, oui, et encore, mais là aussi, même, c'est un très bel exemple, mais la cuisine fusion, elle fonctionne en laissant aussi bien séparer certains éléments pour qu'ils se parlent, mais si vous mettez tout dans un mixeur, de préférence Ouais. avec un super mixeur, ce qui en sort, c'est un peu dégueulasse. C'est la même chose quand pour les langues, vous ne pouvez pas trouver un terrain d'entente, un compromis en mixant le latin avec le chinois. Ça ne fonctionne pas parce que les lois de ces langues sont tellement différentes qu'il y a pas de compromis. Il y a soit l'un, soit l'autre. Vous pouvez apprendre l'autre peut-être et commencer à y penser, mais il n'y a rien qui serait au milieu. Et donc, c'est pour ça que le criticisme qu'on a mis en avant contre Spengler et d'essayer de montrer qu'il est dans une prétendue contradiction ne se tient pas. Parce que lui, il a passé des années de sa vie, comme moi j'essaie de le faire aussi, à comprendre d'autres civilisations. Et en effet, on peut s'en approcher, mais on remarque surtout que plus on s'approche aussi, et plus on voit qu'il y a énormément de choses qui nous échappent et qu'on ne comprend que d'une manière très, très, très superficielle. Dernière question, parce que dernière remarque, parce que je pense que c'est très expressif aussi pour nos auditeurs. Par exemple, les nombres pour lui diffèrent. La mathématique arabe n'est pas la même mathématique qu'européenne. Un 7 en France n'est pas la même chose qu'un 7 en Chine. Peut-être Oui, peut-être pas jusque-là. c'est peut-être un mauvais exemple, pardon, j'ai un peu tiré. Il n'irait pas jusque-là. Mais en effet, il passe presque une centaine de pages pour montrer que les concepts de base en mathématiques grecques notamment et en mathématiques européennes sont très, très, très différents. D'ailleurs, on compte d'une manière très différente dans un système qui a quand même des chiffres arabes
que des chiffres latins, ça c'est déjà évident, mais même au niveau de l'établissement de la géométrie, de l'algèbre, il essaye par exemple de montrer que rien que la pensée, moi je suis très mauvais mathématicien, vraiment la mauvaise question à me poser, mais que notamment le calcul infinitésimal, le calcul de réduire la géométrie, par exemple, en force, en éléments de force, tout cela d'opérer avec, disons, avec des chiffres comme pi, par exemple, avec des fonctions. Tout cela est quelque chose qui est typique pour l'esprit faustien, qui est très, 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 très loin des préoccupations des Grecs. Et donc, on a en effet, lui, il le montre très bien, même si j'avoue que je ne saurais pas vous parler trop des détails, comme beaucoup de mathématiciens grecs ont vraiment lutté avec certains concepts de mathématiques que les Européens, de leur point de vue faustien, ont assez rapidement résolu. Donc, même pour la mathématique, il mettrait en avant que oui, on croit parler de la même chose, mais de fait, ce n'est pas le cas. Petite note en bas de page sur ce point de vue-là. Vous vous rappelez peut-être la discussion qui peut paraître à première vue un peu absurde qu'on a eu aux États-Unis, où on a reproché à des professeurs blancs d'avoir donné des mauvais points à des étudiants ou des élèves afro-américains en disant que de toute façon les mathématiques qui étaient enseignées étaient de la mathématique blanche et qu'il fallait là aussi, disons, décolonialiser la matière. Et bon, évidemment, d'un premier point de vue, ça peut paraître absurde, mais en effet, un Spenglerien dit que pour une fois, le wokisme n'a pas totalement tort de mettre en avant que ce que nous croyons souvent être humain, universel, reste très, très, très européen finalement, et d'un point de vue d'autres civilisations, puisse paraître suivre une logique qui n'est pas celle que eux auraient peut-être instinctivement, ou en tout cas vu leurs antécédents culturels. Nous allons nous retrouver avec David Engels pour parler d'Oswald Spengler à l'occasion de la publication d'Introduction au déclin de l'Occident aux éditions de la Nouvelle Librairie, mais nous allons écouter la Mazurka opus 24 de Chopin, numéro 1 en sol dièse mineur, opus 33. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et vous êtes de retour dans le libre journal des débats de Charles de Meyer. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir David Engels qui publie Oswald Spengler, Introduction au déclin de l'Occident aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors, gros du sujet, on en a parlé dès l'introduction, David Engels, mais reprenons. Ce qui a pu éveiller un énorme débat, c'est évidemment l'aspect déterministe d'une partie de la pensée de Spengler. Pouvez-vous nous rappeler en quoi le déclin de l'Occident participe au moins d'une vision déterministe de l'histoire et nous expliquer comment ce déterminisme a été reçu, en quoi il a plu à certains et largement déplu à d'autres?
Oui, très volontiers. Donc, comme on l'avait déjà dit, pour Spengler, la matrice de chaque civilisation, c'est l'organisme, hein, c'est ce principe vital qui consiste en la naissance, la croissance, l'apogée, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. Donc, il essaye de montrer, comme chaque grande civilisation, euh, euh, évolue à travers ces différentes époques et ces différents stades, et qu'il met évidemment en lien avec certaines structures politiques, certaines structures de pensée, certaines structures sociales qu'il attribue donc à ces différentes phases. Et ça lui permet de développer pour ainsi dire, le canvas abstrait qui correspond à chaque civilisation. Donc, d'un certain point de vue, c'est forcément déterministe. Chaque civilisation passe par toutes les stades, hein, un stade après l'autre jusqu'à la fin. Mais d'un autre côté, il y a quand même toujours de la marge, hein. On n'est pas maintenant dans un fétichisme d'années, par exemple, où telle et telle évolution doit prendre exactement 250 ans et pas 260. Il y a une certaine, disons, certaines largesses de ce point de vue-là, tout comme deux, trois, quatre arbres du même genre ont l'air totalement différents, tout en suivant exactement le même principe vital et au niveau de leur composition, etc. Autant les grandes civilisations ont aussi ce genre de choses-là. Donc on est dans un déterminisme d'un côté, on est quand même dans une ouverture sur le hasard des choses d'un autre. Alors, il y a ça, et il y a surtout cette idée que l'époque présente pour Spengler, donc les années 1910, 1920, donc la Première Guerre mondiale, correspondrait en gros à l'époque des guerres puniques à Rome, qu'en gros les Romains c'est les Allemands, les Carthaginois c'est les Anglais ou les Américains, donc on rentre un peu aussi dans un certain parallélisme où on dit que l'unification de l'Europe, l'unification impériale de l'Europe est selon lui inévitable, tout comme l'unification du monde gréco-romain l'était. La question, c'est juste de savoir qui va devenir la nouvelle Rome. Et lui, en tant que patriote allemand qu'il est, a décidé, d'ailleurs beaucoup de Français ont même été d'accord avec ça, que de toute façon la France, elle était déjà hors compétition, elle avait déjà dépassé son sommet depuis la fin de l'Ancien Régime, que l'Espagne, de toute façon, elle était en gros relativement morte aussi depuis la fin du XVIe siècle. Donc, l'Italie aussi. Donc, ce qui reste, c'est le monde anglo-saxon et le monde allemand. Et Spengler espère évidemment que c'est l'Allemagne qui va rapporter qui va rapporter la mise, qui va constituer cet empire. Donc forcément, ça a plu à toute une série d'Allemands qui venaient de voir que la guerre avait été perdue, mais qui se sont dit, voilà, l'histoire, elle va quand même aller vers un certain futur impérial, donc essayons que ce soit l'Allemagne qui le domine. Et si vous me permettez cette petite note en bas de page, une fois de plus, quand on va à l'Union européenne actuellement, on peut se demander si Spengler n'a pas gardé raison, in fine, que cette unification européenne qui se passe surtout autour de l'Allemagne avec une Berlin qui est de nouveau très hégémonique, bah, on peut se dire que même si on n'accepte pas, disons, le côté patriotique de Spengler, on peut se demander s'il n'a pas gardé raison. Donc, ça a plu à une certaine frange patriotique de la population allemande. Ça a déplu forcément à ceux qui étaient convaincus d'un futur démocratique, libéral, multinational, libre, etc., qui ont vu dans ce genre de déterminisme historique juste un genre de piège cynique de construction volontaire que Spengler aurait mis en avant juste pour exprimer son propre nationalisme, ce qui est évidemment aussi un reproche qui dure jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que, pour revenir aussi à la question du Troisième Reich, que c'est justement ce côté déterministe de Spengler qui a très fortement déplu aux national-socialistes, car d'un côté, le message que l'unification européenne sous une égide probablement allemande, si pas américaine ou anglo-saxonne en tout cas, était inévitable, ça a plu. Mais le fait de dire, voilà, l'Europe va être unifiée, mais de toute façon, ce sera un genre d'empire
fossilisé, pétrifié, ce sera la fin de la civilisation européenne, le déclin européen est inévitable, on peut peut-être se cramponner à cela comme les Romains l'ont fait pendant quelques siècles, mais en gros, le meilleur, il est derrière nous. Ça, c'est quelque chose que les nazis, notamment, n'ont pas du tout accepté. Pour eux, c'était du conservatisme, hein, parce que Il c'était faut rappeler qu'ils sont évidemment très critiques du conservatisme. C'est quelque chose d'oublié. exactement, exactement. Le national-socialisme, contrairement à ce qu'aujourd'hui on peut lire dans certains médias, n'est pas vraiment de droite, ne s'est pas vu lui-même comme étant de droite, certainement pas en tant que, ne s'est certainement pas vu comme conservateur. Le national-socialisme a toujours eu un côté anti-bourgeois, anti-réaction, anti-ancien régime, anti-conservateur très, très, très fort. Et donc Spengler a plutôt été vu comme un exponent de cette exposant de cette frange-là. Curieusement, paradoxalement, le national-socialisme, avec sa doctrine raciale, est quelque chose d'assez optimiste, cyniquement parlé, parce que voilà, il espère que la race allemande, la race aryenne va permettre l'établissement d'un Reich millénaire, etc. Oui, c'est toute la question de la régénération, La etc. régénération, etc. Alors que pour Spengler, le déclin, il est inévitable et même cet empire final, en gros, ne vaut pas grand-chose en comparaison avec les vrais moments où a culminé, selon lui, la civilisation européenne et qui correspond pour lui à la cour de Louis XIV, en fait. Pour Spengler, c'est vraiment cette époque-là, l'absolutisme français qui est le moment où l'Europe a connu son apogée. Et ce qui reste sera un empire romain, allemand, qui ne vaut pas grand-chose par rapport à ce passé-là. Et donc ça, c'est évidemment déplu aussi à certains patriotes allemands, forcément. Ça explique aussi une partie de la réception très critique ou très ignorante en même temps en France de Spengler. Bon, faut noter qu'au moment où il publie ça, on est au sommet de l'antigermanisme français, donc évidemment, c'est pas chez les gens qui auraient pu être intéressés par les thèses de Spengler, l'antigermanisme était quasiment une profession commune, donc fatalement, j'imagine que ça rendit la chose compliquée. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit horizon de là où il a été bien reçu ou pas à l'étranger, puisqu'on a bien compris en Allemagne c'était un cas particulier, et nous dire quelques mots de pourquoi est-ce que il y a eu une recrudescence de l'intérêt pour Spengler après la fin de la guerre froide. Oui, enfin, moi-même, je suis un peu moins spécialisé dans la réception en France que dans le domaine anglo-saxon, mais c'est vrai qu'en France, dans les années 20, 30, oui, il y a la traduction de Mohan Tazerut, dont on a déjà parlé. Il y a surtout le personnage d'André Fauconnet, qui a été vraiment, encore germaniste, qui a été le premier à mettre en avant l'enseignement de Spengler, de résumer l'ouvrage avant qu'une première traduction n'a pu paraître. Et c'est le premier à avoir perçu le vrai problème, avoir perçu que le côté qu'il appelle pan-germaniste, patriotique, a tout pour déplaire aux Français, mais que ce serait faux maintenant de se consacrer uniquement à cette question-là et de voir les 1200 pages de réflexion sur la Chine, sur l'Égypte, sur l'islam, etc., comme un immense subterfuge pour quelque part justifier un empire allemand futur, et que, au contraire, il y a là énormément de choses très intéressantes à apprendre et qu'il faut un peu voir au-delà de l'aspect politique. Mais Fauconnet est resté l'un des seuls, je dirais, à cette époque-là, à s'être intéressé à Spengler au-delà des considérations politiques. C'est surtout dans le monde anglo-saxon qu'on a une réception assez fantastique, en fait, surtout dans le domaine de l'art et de la littérature. Donc, il y a vraiment des auteurs très, très, très divers qui ont été marqués vraiment à vie par leur lecture de Spengler, notamment H.P. Lovecraft, avec que certains auditeurs connaissent certainement, avec le mythe de Cthulhu et ce genre de choses-là, qui a été un avide lecteur de Spengler, qu'il cite sur des pages et des pages dans sa correspondance. Il y a Francis Scott Fitzgerald, par exemple, avec Le Grand Gatsby et tout ça. Il y a des romans entiers qui sont construits finalement sur la lecture de Spengler, qu'il cite lui aussi encore et toujours dans sa correspondance. Il y a Henry Miller,
qui là aussi est tout à fait sous l'emprise de Spengler. Donc dans le domaine anglo-saxon, et puis il y a évidemment Arnold Toynbee qui reprend tout de Dites deux Spengler. mots de Toynbee, parce qu'évidemment, chez les historiens, il est connu, mais peut-être que dans un public plus béotien, il l'est moins. Oui, tout à fait. Arnold Toynbee, ça a été, disons, la tentative anglo-saxonne d'opposer une alternative à Spengler. Donc, il reprend le même dossier, il reprend le même schéma, mais dénombre beaucoup plus de civilisations que Spengler et a une approche, disons, moins catégorique et surtout moins vitaliste, moins déterministe aussi. Selon lui, la genèse des grandes civilisations, elle n'est pas due, comme chez Spengler et chez moi, à dans un principe plutôt spirituel, donc à l'éclosion, à la naissance d'une idée, hein, comme l'esprit faustien, comme l'esprit apollinien, etc. Non, pour Toynbee, d'une manière assez pragmatique, empirique, typiquement anglo-saxonne, une civilisation naît en tant que réponse à un genre de défi naturel. Hein, il y a le défi des crues du Nil, et ça met en avant l'établissement de la civilisation égyptienne. Hein, il y a le défi naturel du monde mésopotamien qui crée la civilisation sumérienne. Donc c'est relativement mécanique, si on veut, et un peu naïf dans le sens que Toynbee s'est rarement posé la question pourquoi voilà, les Mayas, par exemple, ont relevé le défi de vivre avec et contre cette forêt tropicale dans le Yucatan, mais pourquoi, par exemple, bon nombre d'Africains qui vivaient en Afrique avec exactement le même défi de vivre dans des forêts tropicales n'ont pas trouvé exactement ce type de réponse-là. Donc, mais voilà, Toynbee est évidemment plus historien, il va plus dans les détails, il écrit une vingtaine, enfin une grosse douzaine de volumes aussi de sa Study of History. Il reste bien ancré à l'université, donc c'est pour ça que dans le domaine anglo-saxon, pendant quelques années, il a pu exercer il a eu une certaine notoriété, même si aujourd'hui, en gros, il subit la même damnatio memoriae que Spengler. Mais donc, pour revenir au Je, cas français, oui, voilà, il y a une je vous interromps, réflexion. David Engels, puisqu'il nous Ouais. reste 3 minutes et je voulais quand Très même bien. vous poser cette ultime question. Un auditeur qui viendrait de terminer cette émission, qui connaissait vaguement l'idée du déclin de l'Occident, pourquoi aurait-il profit à lire aujourd'hui le déclin de l'Occident? Qu'est-ce que ça lui apporterait dans sa réflexion, sa vision du monde, sa compréhension des choses historiques? Bah, je crois que jusqu'à maintenant, le déclin de l'Occident est vraiment le canvas en grande partie de notre futur. Je crois que Spengler a touché très juste beaucoup de points. Je crois que pas mal de ces comparaisons, surtout avec la phase finale de l'Occident avec celle du monde gréco-romain, sont pertinentes et que, surtout maintenant avec la distance d'un siècle par rapport à Spengler, nous avons la possibilité maintenant de lire cet ouvrage-là à une époque que Spengler décrit comme étant très lointaine dans le futur et nous pouvons nous y reconnaître assez bien dans ses propres prévisions et ça nous permet évidemment de lire Spengler en lui donnant aussi comment dire, en pouvant vérifier en partie ses annonces futures. Bon, il s'est trompé sur certains cas, notamment l'importance du Japon, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui sont très, très, très justes. Donc, ça nous permet vraiment d'entrer là-dedans. Mais je dirais pour un lecteur français, avant de continuer, de commencer avec le déclin de l'Occident, il vaut peut-être mieux lire L'homme et la technique, traduit récemment aussi en français, qui est plus court, puis est plus systématique, je dirais, et qui est peut-être une meilleure entrée dans la matière que les 1200 pages très mal traduites du déclin de l'Occident. Alors en fait, il nous reste un peu plus que ça. On s'est trompé je vous ai interrompu pour rien. Je suis désolé, David Engels. Euh, Il y a la question du maintien d'un espoir ou d'une espérance pour un lecteur après cela. Donc on l'a parlé, hein, cette tension. Le déterminisme, c'est aussi la connaissance de nos contingences et de nos limites, et donc peut-être un approfondissement de ce qu'on peut donner de soi et comprendre de soi au cours d'une existence, qu'elle soit individuelle, personnelle ou collective. Mais il y a quand même cette idée d'une certaine lutte possible ou éventuelle contre le désespoir après être entré dans un tel déterminisme. Est-ce que vous, dont on a bien compris que vous essayez
par le lien à la transcendance, de relire Spengler avec une autre perspective, vous avez une réponse à continuer de développer à cela. Oui, je crois en avoir parce que Spengler n'a pas vraiment de réponse au futur. Il dit que la seule chose que nous pouvons faire, c'est maintenir coûte que coûte et défendre ce qui reste de cette civilisation occidentale, tout en sachant qu'elle va périr et que nous, on doit la défendre en sachant que la bataille est terminée et qu'il faut le faire par honneur, par beauté, par patriotisme. C'est en effet pas très, comment dire, ça me donne pas beaucoup d'espoir et ça me permet pas vraiment de voir ce que nous on peut en tirer et quel est le but de notre vie. Moi, dans mon interprétation du parallélisme entre les grandes civilisations, bah, cette phase finale, elle correspond donc à un genre de synthèse entre la tradition de la raison, entre la transcendance et l'humanisme. Elle est nécessaire pour définir finalement l'entièreté de ce déroulement de civilisation et correspond à un âge, oui, certainement, un âge avancé, mais on peut voir, quand on est matérialiste et athée, comme Spengler, dans la vieillesse, quelque chose de très mauvais, en se disant, voilà, on est à l'article de la mort et on va juste essayer de se cramponner à la vie aussi longtemps que possible. C'est la réponse de Spengler. Moi, je ne nierai pas non plus qu'il y a ce phénomène de vieillesse et de mort qui nous attend, mais d'abord, pour moi, la vieillesse, ça a exactement la même importance que tous les autres stades de la vie. C'est l'époque de la sagesse, de l'introspection, d'une certaine rétrospection, si on veut, d'un passage aussi d'information et de sagesse à des autres générations. Donc, c'est un stade extrêmement important qui n'est pas du tout à prendre à la légère. Donc, ça, c'est évidemment très différent de l'approche de Spengler. Et puis, quand on base la compréhension de l'histoire, non pas sur un matérialisme un peu vitaliste et esthétique, mais sur la persuasion qu'il y a une transcendance, qu'il y a un but de notre vie, de notre existence, même de l'existence des civilisations qui est au-delà. Cette fin d'une civilisation, ben, elle est finalement l'accomplissement d'un certain rôle et la volonté aussi d'achever une certaine immortalité aussi par ses œuvres. Pour moi, toutes ces grandes civilisations sont des tentatives par lesquelles la transcendance essaye de se manifester dans le réel et de développer à chaque fois des nouvelles facettes pour justement permettre à l'homme de comprendre cette infinitude de possibilités, cette nature de la beauté, de la bonté, de la justesse, etc. Donc pour moi, cette civilisation, elle a un but. Elle a un but transcendant et sa fin, elle est aussi importante que le début. Ça permet de lire Spengler, de le développer plus loin, mais sans nier son déterminisme, mais avec une vision beaucoup plus remplie d'espérance et d'attachement à la transcendance. Un immense merci de nous avoir accompagnés une nouvelle fois, David Engels, dans cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Oswald Spengler, Introduction au déclin de l'Occident, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Je vous remercie pour cette heure et demie et je vous dis à bientôt, parce que je sais que vous ne cesserez de travailler, donc nous ne cesserons de vous inviter. Magnifique, merci bien, avec plaisir. Très bonne soirée. Je remercie Claudia à la technique et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau libre journal des débats de Radio Courtoisie. Nous recevrons Stéphane Jocanti qui publie une histoire de la commune. Vous venez d'entendre le libre journal des débats dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 11 octobre 2024 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 16 octobre de 21h30 à 23h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr
et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.